Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket des équipes de The Free Agent. Et oui, ça y est, la fumée est blanche, la saison est finie. Boston est champion, ils ont gagné ce dernier match, le match 5, dont on va débriefer. Ce match, ils ont gagné 106-88. Il y a beaucoup de choses à dire. Et pour en parler, je n'ai pas mon Axel, je n'ai pas Chris, mais j'ai Tom avec nous. Salut Tom, comment ça va? Salut Yaya, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, le point final d'une grosse saison avec un beau champion, on en parlera, vraiment un beau champion. Écoute, on a de quoi parler, ça va être sympa. Alors, par contrat, étant fan de New York, je ne peux pas dire que Boston est un beau champion. C'est impossible pour moi. Ah mais c'est dur pour nous deux, hein. Toi t'es fan des Knicks, moi je suis fan des Lakers. Ça va pas être le review le plus agréable pour nous, mais bon, rendons à César ce qui est à César, quoi. Ouais, exactement. J'en profite tout de suite pour saluer Kachou que j'ai vu ce week-end au Paris Musketeers, qui est fan des Celtics. Donc, je te salue et j'avais promis de te faire une dédicace. Donc, voilà, n'hésite pas à venir commenter et à venir liker et faire la promo de notre podcast. Alors, avant de commencer, justement, ben voilà, comment nous écouter, c'est assez simple. Vous allez sur votre appli de podcast préféré. Ça peut être Deezer, Spotify, également Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Et vous nous likez, vous vous abonnez comme ça à chaque vidéo, à chaque, à chaque audio, à chaque podcast. Vous êtes notifié et comme ça, vous êtes sûr de ne rien manquer. Surtout que là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver après la saison. Pendant l'été, on va assurer du contenu tout l'été pour pouvoir rester en contact avec la NBA et puis avec notamment les JO qui vont se profiler, tout ça, beaucoup de choses qui vont arriver. Vous pouvez également nous suivre sur le site internet thefreeagent.fr. N'hésitez pas, allez-y. Vous pouvez surtout télécharger l'appli, comme ça vous mettez les push et vous avez tout en temps réel, tous les articles écrits par les rédacteurs NBA, mais également tout ce qui touche la NBA. Je vous parlais des Paris Musketeers, ils sont en pleine saison, ils font une grosse saison. Allez les voir si vous pouvez, si vous êtes sur Paris, ou même si vous êtes en province, l'occasion de faire un week-end à Paris, allez voir les Paris Musketeers, l'équipe de football américain de Paris, de LF. C'est toujours un super spectacle. Et des articles, des podcasts aussi sur le tailgate. N'hésitez pas à aller écouter. Flav et son équipe sont là et vous suivent tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour faire un big up à la Red Company. Ensuite, vous pouvez nous suivre également sur sur le Discord communautaire et ainsi que ça permet de venir discuter avec nous. Et puis enfin, dernière possibilité, c'est de nous suivre sur YouTube et Twitch où on fait des lives de temps en temps, notamment le chef qui descend dans l'arène discuter avec vous pendant vos pauses déj. Allez, je crois qu'on a été complet là-dessus. On va parler tout de suite donc de Boston. Boston 106 à 88. On n'avait pas débriefé le match 4, mais il y avait un sursaut. C'était un peu le chant du cygne, le sursaut de Dallas qui avait gagné. Mais là, j'ai envie de dire, il y a eu très peu de surprises. Il n'y a pas eu de surprise. Ouais, non, tout à fait. Il y a pas eu de surprise. J'ai même envie de te dire que ce match 5, c'est peut-être le match le plus accompli de Boston sur cette série de finales. Ils ont pris le match au sérieux dès le début avec un écart qui s'est creusé à la fin du premier quart-temps, un run de 10-0 pour mettre un écart. Et Ouais. puis après, ils ont déroulé, hein. J'ai envie de te dire à chaque fois que Dallas a essayé de pointer le bout de son nez, a essayé de faire un run, Boston a tout de suite eu les réponses, a tout de suite resserré le jeu. Euh, un match maîtrisé de bout à bout et puis une bague au bout du chemin, quoi. Ouais, totalement. Boston qui reprend le lead sur le nombre de championnats NBA. Alors, toi, comment tu as vu ce match? Alors, ok, ils ont dominé, mais c'était peut-être même le match attendu de Jason Tatum. Toi, tu l'attendais dans les previews. Ben, son match, il est arrivé, j'ai envie de dire, au match 5. C'est ça, clairement. Il m'a pas forcément impressionné de toute façon sur cette campagne de playoff et sur ces finales, mais il faut reconnaître quand même que JT a sorti le match qu'il fallait au bon moment. 31 points,
11 passes, 8 rebonds et puis globalement, encore une fois, moi j'ai vraiment apprécié les progressions de Jason Tatum en termes de playmaking, en termes d'organisation de jeu. Là où potentiellement on pouvait lui reprocher des fois de ne jouer que du 1 contre 1. Là, je le vois progresser dans sa qualité de passe, dans sa compréhension globale du jeu. Et puis, il fallait un match de patron pour Jason Tatum pour redorer aussi un petit peu tout simplement sa campagne de playoff. Je pense qu'il a accompli ce match hier et même s'il n'est pas MVP des finales, d'ailleurs on reparlera du MVP des finales qui est selon moi assez mérité, je suis assez content pour JT qu'il ait pu offrir ce match en finale. Ouais, pour toi, c'est un match statement ou c'est juste parce que, j'ai envie de dire, la bête était un peu blessée en face et puis les ajustements aussi de Jason Kidd ont fait qu'il était un peu plus libre. Je pense que c'est un mélange de pas mal de choses. En effet, comme tu le dis, la bête était blessée. Je pense que Dallas était un petit peu au bout de ce qu'il pouvait donner physiquement et en termes d'opposition face à Boston. Mais en même temps, sur les premiers matchs de la série, là où encore une fois Boston avait le lead sur les matchs et avait la main mise, Tatum n'avait pas forcément autant d'impact dans le jeu. Donc, Ouais. de là à appeler ça un statement game, je sais pas, parce qu'en fait, ils se sont rendus le match très facile assez rapidement. Mais le fait de terminer sur un beau match comme ça peut lui donner aussi. Ça lui permet aussi de reprendre un petit peu confiance. Et puis, il l'a dit lui-même, hein, de toute façon, on en reparlera plus tard. Mais Boston, on les attendra aussi surtout l'année prochaine. Il en a conscience et lui aura peut-être d'autres enjeux, notamment un titre de MVP à aller chercher. Donc, peut-être que ce genre de match, tu vois, ça peut lui donner une confiance supplémentaire pour la suite. C'est assez compliqué en fait du côté de Boston de sortir un joueur parce que j'ai envie de dire toute l'équipe quasiment peut être dans la course pour le MVP. Ils sont tellement complets, ils sont tellement forts que c'est compliqué en fait de pouvoir sortir un joueur de ce collectif. Est-ce que c'est pas ça le problème avec Jason Tatum? Alors, au-delà de. Je comprends tout à fait. Au-delà de mettre ça en problématique, moi, j'aurais tendance à rendre hommage à Boston sur la création d'un effectif. Je t'ai dit, je ne peux pas, c'est par contrat. Je sais bien, mais tu vois, je rends hommage à la création de cet effectif qui n'a peut-être pas dans ses rangs l'un des 3 meilleurs joueurs du monde, mais qui a dans son roster, dans son 5 ou 6 de départ, 6 des 40-50 meilleurs joueurs de la ligue actuellement. Ce qui en fait finalement l'arme la plus forte, que ce soit défensivement et offensivement. Et tu vois, si je devais faire un comparo, cette équipe de Boston me fait un petit peu penser à l'équipe de San Antonio des années 2000. Une équipe vraiment très bien construite, très forte des deux côtés du terrain. Pas l'équipe forcément la plus plaisante et la plus spectaculaire à voir, mais hyper efficace, hyper bien rodée et tout simplement plus forte que ses adversaires. Là où, tu vois, on a eu des belles oppositions sur certains matchs d'Indiana, de Cleveland, de Miami, mais globalement, je pense que cette équipe est tellement bien construite que c'est dur de tomber sur Tatum et en même temps, je comprends aussi les attentes qu'on peut avoir d'un joueur qui pourrait être l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue actuellement sans souci, quoi. Ouais, alors que tu parlais de San Antonio, ouais, mais eux, ils avaient un joueur ultra dominant Ouais, bien sûr. qui était le go-to guy, alors que tu vois, qui amenait son équipe. Lui, on n'a pas l'impression qu'il amène son équipe. On a l'impression que c'est l'équipe qui l'amène et lui, il arrive en cerise sur le gâteau. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est ça qui amène les critiques. Je vois ce que tu veux dire avec Jason Tatum. Je comprends ce que tu veux dire. Je partage. Je fais juste un peu l'avocat du diable. Non, non, je comprends. Et puis en fait, c'est tout le paradoxe de Boston. C'est est-ce que Boston a réellement besoin d'un Jason Tatum beaucoup plus fort que ça? Finalement, pas tant, hein. Ils ont réussi à gagner avec un Jason Tatum pas forcément adroit, mais avec, comme je l'ai dit, une progression au playmaking. Donc peut-être qu'en fait, c'est ça dont a besoin Boston pour gagner. C'est un collectif bien huilé. Pas forcément une tête d'affiche qui va scorer 50 points par match, tellement on l'a encore vu hier soir, hein, la marque est bien répartie. Tu vois, tu as Jalen Brown à 21 points, tu as Drew Holiday et Derrick White, le duo de backcourt, qui est encore à 14-15 points. Donc en fait, la marque est bien répartie. Moi, ça va être là-dessus que je l'attendrai, Jason, la saison prochaine. Ça va être encore une fois sur le choix des shoots pris.
Il a progressé là-dessus, tu vois. Il y a moins de shoots pris en transition à 1 contre 5 où il va s'arrêter shooter à 3 points. Je l'ai trouvé un peu plus intelligent et surtout, moi là où il m'a bluffé encore une fois, mais ça j'avais pas de doute, c'est sur ses qualités défensives. C'est pour moi l'un des meilleurs two-way players de la ligue. Alors ouais, tout à fait. Alors tu parlais de enfin que c'était le collectif, c'est un peu la marque de fabrique historique des Celtics. Même s'ils ont toujours eu des joueurs très très forts, c'était surtout avant tout le collectif. Même quand il y avait dans les années 80 Larry Bird, on se souvient de l'équipe de 86 où c'était quand même de grosses individualités, mais surtout un très fort collectif. Tu parlais de défense. Est-ce que justement l'identité de, bah, de ce match, mais également de la série, ça n'a pas été la grosse défense de Boston, et même, j'ai envie de dire, sur la saison? Bah si, complètement, complètement. Cette équipe a été construite autour d'identités défensives fortes. Les recrues que sont Derrick White il y a quelques années et bien évidemment l'apport de Jrue Holiday font que tout de suite tu rentres dans une catégorie d'équipe ultra forte et ultra polyvalente défensivement. Ça reflète très bien de toute façon cette série où tu vois où sur les 5 matchs, Dallas a mis plus de 100 points sur un seul match, qui est le Celui match qui gagne. 4. Voilà, celui qui gagne. Les autres, les 5 matchs, ils sont cantonnés à moins de 100 points et notamment le premier et le dernier match, moins de 90 points. Donc à partir du moment où tu as un impact aussi fort défensivement que peuvent apporter le backcourt, mais que peuvent aussi apporter des joueurs comme Jalen Brown, comme Tatum, comme le retour de Porzingis, même si hier, sur une jambe, c'était compliqué, tu vois, mais ça reste quand même un bon protecteur d'arceau, et alors Ford est capable de switcher. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. L'identité défensive de Boston a été l'élément principal en fait, de cette saison 2023-24 qui restera une saison historique, en fait. Euh, on a parlé de défense. Le fait que en attaque, il n'y ait pas de position, du coup, est-ce que aussi le fait qu'il n'y ait pas de position à défendre en défense quasiment, à part Porzingis qui est en rim protector qui vient en aide, euh, est-ce que c'est pas un petit peu le basket ultime des années 2020? C'est possible et en fait, ce qui reflète vraiment cet aspect-là, c'est, la polyvalence des gabarits que tu as dans cet effectif. C'est-à-dire que, certes, tu as des profils un petit peu plus petits en termes de taille que sont Derrick White et Jrue Holiday, mais ça reste des joueurs très costauds, ça reste des joueurs qui peuvent switcher surtout, ça reste des joueurs qui peuvent Ouais. aussi jouer des 1 contre 1 en attaque, et à côté de ça, c'est une équipe qui est très, très, très bien construite. On rendra hommage à Brad Stevens dans les prochaines minutes, mais comme tu le dis, c'est peut-être l'évolution de la ligue, encore une fois, qui montre que bah, cette polyvalence de pouvoir switcher à tous les postes défensivement et en même temps pouvoir aller attaquer très, très bien de l'autre côté. Là où tu vois Porzingis, même si c'est un très bon protecteur d'arceau, de l'autre côté, c'est aussi un pivot moderne qui peut shooter à 3 points et qui shoot très bien à 3 points, comme à Horford aussi dans le corner. Ouais. Donc, en fait, cette équipe, c'est ça, c'est un peu la NBA 2.0, polyvalente, ultra physique, qui shoot très bien à 3 points, qui a peut-être aussi des fois tendance à en abuser, mais qui a Ouais. aussi la capacité de se remettre en question et d'attaquer l'arceau quand il le faut. Donc oui, aucun débat, très honnêtement, comme je te le disais, même si c'est pas forcément avec grande joie que je prononce cette phrase, mais Boston est la meilleure équipe de la saison et c'est tout à fait normal et il faut souligner que cette équipe méritait d'être championne. Est-ce que pour toi, tu parlais de construction, choses comme ça, c'est pas l'équipe qui a le plus senti l'air du temps? Ils ont mis du temps à palper ça, à construire ce qu'ils voulaient, mais qui ressemble le plus à ce que j'ai expliqué, la NBA 2024. Ah ouais, mais complètement et puis c'est là on parle de construction d'équipe, c'est exactement ça en fait. Ça a été fait dans la patience. C'est l'anti super team Boston. C'est-à-dire que quand on regarde, Là-dessus, je suis pas forcément d'accord avec toi parce que ça fait 2 ans quand même, parce que Denver, on l'oublie, c'était aussi l'anti-super team. ouais, mais c'est ça, en fait, la construction de Boston est un peu identique à celle de Denver. C'est-à-dire que tes 2 joueurs majeurs sont des joueurs que tu as draftés, que tu as développés au sein de ton effectif et après tu es allé chercher des additions qui ne sont pas des superstars. Porzingis, c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur qui est injury prone et qui n'est pas une superstar dans la ligue. Jrue Holiday, c'est peut-être l'un des meilleurs lieutenants
et je sais que tu es fan de ce joueur et je le suis aussi, mais il n'est pas considéré comme une superstar. Et en fait, toutes les additions qui ont été ajoutées à cette équipe autour des 2 joueurs que tu as développés et qui peuvent, elles, comment dire, candidater à ce rôle de superstar dans cette ligue, ça a été du développement interne, ça a été de la patience. Il faut féliciter Brad Stevens dans la construction de cet effectif. Petite dédicace d'ailleurs à Danny Ainge, car la draft de Tatum et Brown, en fait, c'est des picks qui sont allés chercher de Brooklyn sur les trades de Paul Pierce et de Kevin Garnett, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, c'est tout en fait, c'est cette espèce de rouleau et de cercle vertueux qui a été hyper bénéfique pour Boston et en fait qui arrive aujourd'hui en 2024 un héritage, à un effectif hyper bien construit, hyper polyvalent. Donc ouais, que dire d'autre que bravo, quoi. Est-ce que tu sous-entends que la deuxième équipe de New York, enfin même si c'est dans le New Jersey, les Nets, serait mal gérée? Alors, je ne le sous-entends pas, je l'affirme, hein, on pourra en parler dans différentes vidéos au cours de l'été, mais oui, Brooklyn, c'est catastrophique, hein, et quand tu vois ce qu'ils ont fait aussi avec Houston en leur donnant tous leurs pics et ce que tu vois, comment tu vois, Houston, la reconstruction de Houston autour des jeunes, bah, encore une fois, les Nets en sont responsables, hein. Exactement, non, non, c'était une pique Bien sûr. gratuite en tant que fan des Knicks. Thibaut sur Dallas, sur le match, moi je les ai trouvés même pas fatigués, je les ai trouvés rincés au bout du rouleau. Euh, Toi, comment tu as vu ça? C'est ça, je te rejoins sur le terme au bout du rouleau. Je pense que Dallas a donné tout ce qu'ils avaient dans ces playoffs, et puis très honnêtement, ça fait un j'aime pas forcément ce terme-là, tu vois? Mais ça fait un beau vaincu, en fait. C'est-à-dire que revenons quelques semaines, mois en arrière, on n'était pas beaucoup et je pense qu'il y avait pas beaucoup de personnes qui envisageaient Dallas en finale à NBA. Cette équipe a été construite aussi avec un petit peu de patience. L'année dernière, les ajustements de Kyrie, une très, Ouais. très grosse, une très, très grosse deadline aussi au mois de février avec les ajouts de Washington, de Gafford. C'est une équipe très jeune, vraiment très, très jeune avec un gros potentiel. Il y aura des ajustements à faire. Jason Kidd a été prolongé avant le début des playoffs, donc il a reçu aussi la confiance de son front office et on sent qu'il a la confiance aussi de son vestiaire. Donc, comme tu le dis, ils sont allés au bout avec un Luka, je pense, qui était aussi lessivé, plein de blessures. Mais je les ai trouvés très humbles et limite, j'ai envie de leur rendre hommage en conférence de presse quand j'ai vu Kyrie et Luka. Tu vois, là où Luka pouvait m'agacer un petit peu sur des formes de pleurnichage un petit peu, là, je l'ai trouvé très humble et en rendant hommage en fait à Boston en disant que il faut pas parler des blessures en fait. Simplement Boston a été plus fort. Donc je pense qu'il y a une belle marge de progression pour ce collectif et je les attendrai fortement l'année prochaine. Ouais, mais on sait que dans la conférence Ouest, qui est en coupe-gorge, c'est-à-dire que même si tu es l'équipe la plus forte, t'es pas sûr de sortir. Il faut savoir prendre les matchs qu'il faut prendre et tirer profit des match-ups favorables rapidement. C'est pas sûr qu'ils puissent revenir très très vite. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est dans la gestion en fait de Luka Doncic. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de jouer toutes les possessions autant à fond, d'être à la fois partout. Alors c'est vrai qu'il défend pas beaucoup, mais Pas malgré du tout. tout, moi je trouve que le dernier pod qu'on a fait ensemble, on a été un peu dur sur lui, sur sa défense. Oui, c'est pas un défenseur élite, mais c'est pas une trompette non plus, tu vois. C'est pas James Harden. Et que de toute façon, c'est pas son objectif parce que déjà qu'il porte la balle, on va dire 80% du temps, si tu le fais défendre en plus, c'est pas un surhomme. Et arrivé au centième match de la saison, sachant qu'il a fait la campagne avec la Slovénie parce que ça lui tient à cœur, c'est un peu compliqué quand même, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, en fait, finalement, ça résume très bien la marge de progression de cette équipe-là, en fait. C'est-à-dire que, certes, Luka a des progrès à faire défensivement, mais en même temps, Dallas et le front office de Dallas aura du taf cet été pour essayer de reposer un petit peu Luka en essayant d'ajouter quelques défenseurs, si possible, élites, et essayer de mieux organiser le jeu là où c'est vrai que tu as une Luka dépendance. Kyrie qui a fait, il faut le dire, hein, qui n'a pas fait des bonnes finales
n'a pas tenu le niveau et pourquoi pas essayer d'aller choper encore un ball handler supplémentaire aussi pour reposer ces deux-là. Mais dans la construction de l'effectif, il y a des ajouts. Moi, je te rejoins aussi sur le fait de dire que la fenêtre pour les équipes est généralement très courte. Là où tu peux envisager quand même que la fenêtre n'est pas fermée pour Dallas parce que c'est un effectif jeune, que Luka n'a que 25 ans, avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont été récupérés et draftés, notamment Derek Lively. Donc il y a de quoi envisager quand même du positif pour la suite. Ouais, mais je vais quand même mettre un bémol sur Lucas. Ok, il a 25 ans, mais il a commencé sa carrière professionnelle extrêmement tôt. Ça fait plus de 10 ans qu'il est pro. Il a été MVP de l'Euroleague à 17 ans. C'est-à-dire que depuis l'âge de 15 ans, il joue en pro et il joue beaucoup de matchs. Et il a beaucoup de ballons. Au bout d'un moment, un corps, ça s'use. Et il n'a pas un jeu qui fait que économe. Et c'est pour ça qu'il est. Moi, je trouve que c'est plus dans la façon de jouer qu'il a des progrès à faire. Plus que la défense. C'est dans la gestion de son match. Parce qu'il veut jouer tous les ballons, parce qu'il prend tous les pick and roll, parce qu'il veut être à la création. C'est un créateur, ok. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il calme un peu. Et sur le match, pour revenir vraiment sur le match, moi j'ai trouvé qu'il a pris des shoots. C'est des shoots de mecs qui sont fatigués. Ah, bah, complètement. Complètement. C'est, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui était arrivée un peu au bout du rouleau. De toute façon, tu l'as très vite senti. Moi, ça m'a fait rire. La première action du match, c'est un shoot de Luka, un step back à 3 points. Tu vois la balle rouler autour de l'arceau pendant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes et qui ressort. Là, tu te dis, bon, ça sent le match compliqué. Et puis derrière, il y a des shoots durs, il y a des shoots hors rythme. Mais encore une fois, ce match-là n'est pas forcément représentatif de la Non, bien saison. sûr. Il est représentatif des finales. Je suis d'accord pour dire que Boston était vraiment un step au-dessus et que Dallas n'avait pas les armes pour se battre. Et tu vois, c'est aussi, on le dit assez souvent, mais il faut avoir vécu les finales NBA pour engranger cette expérience et revenir plus fort. Là, on peut se dire que Dallas a Sauf, connu ce step-là, comme sauf, Ouais. sauf Michael Jordan, hein, qui lui a fait 6 finales, 6 victoires. Oui, bien sûr, mais en ayant accumulé quand même pas mal d'échecs auparavant. Oui, bien sûr. Tu vois. Donc là où je te dis que j'aurais tendance à être assez confiant, enfin, où je pense que Dallas peut être assez confiant, c'est que comme à l'image de Boston, la défaite en 2022 contre les Warriors, peut-être que Boston avait besoin de cette défaite pour connaître ce qu'était une finale NBA, pour accumuler de l'expérience. Et tu vois, je ne serais pas choqué qu'avec quelques ajustements, Dallas revienne en finale dans les 2-3 prochaines années et puisse prendre une bague. Franchement, je ne serais pas choqué. Ok, oui, tout à fait. On va revenir peut-être sur la série, à moins que tu aies des choses à rajouter sur le match. On a commencé à parler de la série et des équipes, plutôt sur la saison. Mais toi, par rapport à la série, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas ressortir en te disant je sais pas moi, dans 4-5 ans, cette finale, c'était ça? Ah bah moi, si je devais sortir une phrase, c'est cette finale est la définition même d'un rouleau compresseur. Et en fait, c'est l'image de la saison de Boston. C'est-à-dire que Boston a su adapter son jeu de saison régulière aux playoffs. Alors, Ok. bien évidemment, il y a eu les blessures, il y a eu le tirage au sort un petit peu favorable. Bref, il y a 15 000 arguments qu'on peut mettre en avant pour essayer de désavouer un petit peu ce titre de Boston. Moi, je ne les prends pas en compte parce qu'encore une fois, pour aller au bout, il faut quand même gagner les matchs, il faut quand même gagner les séries et il faut aussi se donner l'opportunité de faire une saison régulière à 64 wins, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Donc en fait, cette série de finale est simplement la symbolique d'une équipe trop bien construite et trop forte qui, je pense, n'avait pas forcément de concurrent valable cette saison-là. Ok. Toi, par rapport à ça, en fait, c'est quoi comment tu l'expliques? C'est la construction, c'est les circonstances, ou est-ce qu'ils ont créé les circonstances? C'est un petit peu des deux. C'est la construction de l'effectif, comme on l'a dit par Brad Stevens, qui a été parfaite. C'est l'ajout de Jrue Holiday, un joueur qui était déjà bagué et qui est en fait le facteur X en fait, de cette équipe. C'est-à-dire que beaucoup de Bostoniens avaient pleuré le départ de Marcus Smart, mais en fait, quand tu prends Jrue Holiday, c'est Marcus Smart 2.0. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fort défensivement, il a l'expérience.
offensivement aussi, c'est un très gros joueur. Donc en fait, ça a été l'addition de ces pièces-là. Porzingis aussi, même s'il a été blessé, a su être décisif quand il le fallait. Et puis, bah, forcément, en fait, quand un champion NBA, pour moi, par définition, et depuis que je suis la NBA, j'ai toujours entendu ça et je suis en accord, c'est il faut l'alignement des planètes. Donc, il faut un tirage au sort plutôt favorable. Il faut peut-être certaines blessures en face, là où toi, tu compenses certaines blessures, parce que Porzingis a été absent sur plus de 10 matchs sur ses playoffs. Donc, Boston a su aussi s'ajuster. Et en fait, c'est l'addition de toutes ces choses qui font que Boston est allé au bout. Là où tu vois, les Warriors de la saison 2016, après une saison historique, n'a pas su mettre le couvercle et n'a pas su aller au bout de cette saison historique. Boston l'a fait, peut-être avec un. Alors moi j'ai des choses à dire là-dessus. Enfin, mais ouais, ok, ça s'entend. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais sur le titre de 2016, je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Moi, je pense que la suspension de Draymond Green a cassé une dynamique. Mais voilà. Après, pour revenir à Boston cette année, moi, je pense que quelles que soient les planètes, c'est même pas un alignement de planètes parce que je pense que n'importe quel match-up, ils les auraient défoncés dans tous les sens. Pour moi, la seule équipe que j'aurais vu pouvoir leur tenir tête, ils sont fait sortir, c'était Denver qui s'est fait sortir par un match-up qui leur était défavorable, qui était Minnesota. Moi, là déjà, tu vois, la saison est finie, mais tu me dis l'année prochaine, si ça bouge pas, après on sait très bien comment ça se passe avec la free agency, avec les trades et tout ça. Si tu me dis un Denver qui veut prendre sa revanche contre Boston, je prends déjà le popcorn en place, tu vois. J'ai envie de dire que c'est vraiment deux choses qui peuvent être ces deux équipes qui peuvent être vraiment très très fortes et qui peuvent donner un vrai duel, tu vois, avec une vraie rivalité qui peut se lancer parce que c'est des équipes qui sont construites de manière, j'ai envie de dire, assez similaire et qui peuvent donner un peu du fil à retordre l'une à l'autre. Et là, je pense qu'il y aurait une finale un peu plus accrochée. Mais pour revenir là-dessus, oui, moi je pense que malgré tout, ça me coûte de le dire, mais Boston a su vraiment, comment dire, écraser la concurrence. Et souvent, c'est rare, mais des fois, un peu comme, je reviens là-dessus, mais un peu comme Denver l'an passé, en fait, tu as des doutes pendant toute la saison parce qu'ils l'ont jamais fait, parce que le groupe l'a pas fait, parce que il y a eu plein de choses avant, mais cette campagne de playoff notamment, il n'y a eu aucun doute, quoi. Ça veut dire Ah que non, complètement. pour moi, tu vois, ils ont fait du beau jeu. Pour moi, c'est l'équipe ultime, c'est-à-dire que même si tes stars, c'est pas des MVP, malgré tout, ton équipe, c'est des role players ultimes. Derek White, qui, depuis qu'il est arrivé, a changé la face de l'équipe. Euh, L'arrivée enfin, Al Horford qui est revenu de Philadelphie, ça a complètement changé le jeu intérieur. Et l'arrivée de Porzingis cette année, ça a mis en exergue tout ça. Et l'opportunisme de récupérer Jrue Holiday, qui, je l'ai dit en preview, est le Champions Maker. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les équipes lorgnent sur la disponibilité de ce type de joueur. Ouais, bien Et dans évidemment. une ligue qui aujourd'hui n'a plus le mal alpha, j'ai envie de dire, d'une conférence où les talents sont beaucoup plus dilués, c'est important d'avoir ce genre de role player qui sont pas franchise players, mais qui sont un peu en dessous, mais qui te font passer des niveaux.
Ouais, non, mais complètement, hein. L'année dernière à Denver, tu vois, tu avais un profil un petit peu moins fort, mais c'était du Caldwell Pope. À l'époque, il y a eu pour les Bucks, c'était du Jack Roder. C'est ce genre de joueurs qui savent exactement quoi faire à quel moment pour te faire passer un step. Ouais. Là où moi je donnerais un petit peu plus d'avantage à Boston par rapport à Denver, c'est que là où Denver a en fait finalement mal géré son après-titre, ça a été dans la signature de certains joueurs, ça a été dans la perte de certains joueurs. Et tu sentais qu'en fait, cette équipe était tellement construite autour de Jokic Murray que si l'un des deux n'était pas au niveau, bah, ça allait forcément être un petit peu plus compliqué. Là où tu vois, je serais un petit peu plus nuancé avec Boston, c'est que déjà, leur effectif est sous contrat. Ça, c'est quand même un truc de. C'est un élément à prendre en compte. Et je Oui, sais pas, hein, et il va y avoir une question d'ailleurs sur le contrat, parce que Jason Tatum, va falloir l'aligner sur Jalen Brown, et tu, ah, bah, tu tapes 2 méga max, quoi. ouais, ils vont rentrer dans la luxury. Ils peuvent pas se permettre de toute façon de perdre l'un des deux. Et puis dans la Oui, mais construction de derrière, l'effectif. tu es obligé de perdre des joueurs. Forcément. Après, avec le nouveau, faudra voir aussi parce que tu sais, il y a le nouveau CBA qui va arriver dans quelques temps. Donc, il y aura les nouveaux droits télé qui seront signés. Donc, il y aura aussi des réajustements de contrat. Faudra voir comment gérera Boston à l'avenir au niveau de son effectif. Là où je serais peut-être un petit peu plus confiant par rapport à Denver, ou là où j'ai senti Denver vraiment fatigué cette année, j'ai l'impression que Boston a encore un petit peu de marge, notamment dans une conférence Est qui me semble. Alors, il y a eu des blessures, il faudra bien évidemment voir le retour de Joel, dans quelles conditions il revient, le retour d'Enix au complet, le retour des Bucks. Mais j'ai l'impression que cette conférence Est est quand même nettement plus accessible pour Boston que l'Ouest ne l'est pour Denver. Ah, complètement. Et tu vois, je peux peut-être dire que Boston a les atouts pour pouvoir gérer sa saison prochaine, pouvoir terminer top 3 sans vraiment se cramer, avoir aussi les ajustements qui seront faits et puisse arriver, tu vois, à 100% en playoff, là où Denver, cette année, premier tour de playoff, même contre les Lakers, qui n'était pas un adversaire si fort, bah, a dû griller pas mal de cartouches physiques et du coup a été atteint et contre Minnesota, c'est pas passé, tu vois. Bah, sur la conférence Est, t'as pas des joueurs aussi forts individuellement qu'il peut y avoir sur la conférence Ouest. Surtout des effectifs. Des joueurs, tu as des belles individualités, mais c'est surtout la globalité Ah, des effectifs, tu vois. je suis désolé, mais depuis que LeBron est parti, il y a plus ce gars qui surdomine à lui tout seul toute la conférence, comme a pu l'être et qui peut l'être sur certains matchs, Kevin Durant, tu vois. Ouais. Bon, après, 2 des 3 derniers MVP en titre viennent de l'Est, hein. Tu as quand même Joel et Giannis, hein, qui sont des joueurs ultra dominants. Alors, j'ai l'impression que surtout Yanis, c'est un peu passé quand même. Oh, alors je serais pas aussi radical que toi parce que je Bah, pense que pour moi, alors, je suis pas le plus grand fan de Yanis, hein. Mmh. On fait une digression. Je suis pas le plus grand fan, mais j'ai l'impression que un joueur qui basait tout sur son physique, à partir du moment où le physique commence un peu à lâcher, ça fait 2 ans où ça lâche dès les playoffs, dès le début des playoffs, et son équipe est sortie au premier tour. Ah non, mais c'est ça, faudra voir en fait comment, Donc, tu vois, contrairement à un Jokic qui, lui, est plus un joueur de technique, j'ai envie de dire, qui est physique, hein, qui est tanké, tout ça, mais qui, par la physique, par sa technique, arrive à sublimer une équipe, là où Yanis n'est plus capable. ouais, non, c'est possible. Bah, écoute, faudra voir. Moi, je reste quand même patient avec Yanis, mais là où je te rejoins par contre, c'est pour dire tout simplement que la conférence Ouest est beaucoup plus dense, et que, bah, forcément, tu vois, on parlait de Dallas potentiellement. Que donnera Dallas l'année prochaine? Il faut prendre en compte que dans la conférence Ouest, il y aura toujours Denver, il y aura les Clippers, il y aura le retour de Memphis, il y aura les évolutions de Houston et en fait, il y aura toujours plein d'équipes qui se mettront en travers de leur chemin, là où en effet Boston aura Et peut-être un peu moins de difficultés. tu as oublié une équipe qui doit confirmer l'an prochain, c'est Minnesota. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien Tu sûr. as Minnesota tu as OKC, tu vois, tu as des forces émergentes. Mmh, mmh mh. À l'Est, tu as des équipes qui, on a l'impression, plafonnent. Tu Ouais. vois, un Indiana, moi, je les vois pas refaire ça tous les ans. Tu vois, je les vois aller demi-finale de conf, pas de souci. Top 4,
NBA, je suis pas sûr. Milwaukee, j'ai bien peur que, tu vois, ce soit passé, vu le bordel que c'est. Cette année, ça a été un bordel sans nom. Là où Boston, même quand les années où ils sont moins bons, bah, t'entends pas tout ça, en fait. T'as pas un bordel pareil. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Faudra voir ce que ça donne à terme, mais c'est sûr que Boston reviendra l'année prochaine avec le chapeau de favori, en fait. Oui, mais comme ils avaient cette année. Ah Cette ouais. année, en fait, tous les ans, la Maison Verte, de facto, à partir du moment où tu mets le maillot vert, tu sais que tu dois aller à l'excellence. C'est ça. Si t'es pas champion, c'est une mauvaise saison. C'est un peu comme ton équipe de cœur, les Lakers. Même quand ils sont pas bons, tu les attends. Ah non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et après, pour revenir là-dessus, il y a pas mal d'équipes qui vont devoir se renforcer. Bon, pour en revenir à ça, donc on a parlé en filigrane de la construction de Boston. Est-ce que c'est pas cette victoire, c'est pas la victoire d'une philosophie Ouais. et la mise en place d'une philosophie, c'est-à-dire que Brad Stevens, lors d'une interview, avait dit, moi, j'ai 2 positions sur le terrain, c'est un joueur qui a la balle et les autres n'ont pas la balle. Il n'y a pas de pivot, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de 2, il n'y a pas de 3, c'est ça. Est-ce que cette victoire, c'est pas cette victoire-là? Alors, je dirais que c'est la victoire d'une philosophie, mais je dirais que c'est la victoire de l'évolution de cette philosophie. Là où tu vois, le positionless et on donne la balle à Tatum et les 4 autres, en gros, organisez-vous sur le terrain, on joue. Je pense que pour avoir, cette titre de champion, enfin cette bague de champion, Boston a compris que théoriquement, il fallait faire évoluer la chose. C'est-à-dire que Tatum a énormément progressé sur son playmaking, mais qu'il fallait aussi se reposer sur d'autres joueurs et qu'en fait, Ok. chacun avait sa pièce à apporter à l'édifice et que globalement, hem, moi, tu vois, c'est Joe Mazzulla que j'ai envie de féliciter sur cette série parce que j'avais beaucoup de doutes, sur les capacités de Joe Mazzulla à s'adapter à un environnement de finale et à pouvoir s'ajuster et pour le coup, je trouve que Joe Mazzulla a su faire les ajustements qu'il fallait dans cette finale. Alors bien évidemment, il y a encore quelques choix litigieux qu'on peut toujours discuter, mais dans la globalité des choix qui ont été faits et dans la mise en place tactique, j'ai trouvé très, très bon Joe Mazzulla et puis, bah, en fait, ça reste un coach, tu vois, qui est très jeune, qui est plus jeune que certains joueurs de son effectif, hein, il est plus jeune qu'Al Horford, mais tu sens que c'est un vrai théoricien du basket et qu'il a su apporter cette patte que moi je ne l'avais pas encore vu mettre sur cette équipe. Et là, tu vois, si on parle de Joe Mazzulla et si on parle du coach en lui-même, je pourrais te dire au terme de ces finales que bah, Boston a gagné avec la patte Joe Mazzulla. Et ça, je trouve ça assez important. Je suis assez d'accord. Je vais quand même mettre quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, en NBA, c'est des staffs. Bien sûr. Et que son top assistant est pour moi quelqu'un d'encore plus important. C'est Sam Cassell. Ouais. J'ai vu des vidéos de la part de Jacques Monclar, notamment, qui mettait en avant où, en fait, à tous les entraînements, c'est Sam Cassell qui était déjà un coach en 94 avec Houston, alors qu'il était joueur. C'était déjà un coach sur le terrain. J'aimerais enfin, on parle pas assez souvent des assistants et des top assistants, mais quand ils sont c'est eux qui font des fois une équipe, le succès d'une équipe ou pas. Parce que, ok, tu as le coach qui est devant, mais tu as aussi tous les top assistants. En fait, c'est ça, c'est tout l'organigramme des Boston Celtics qui sont champions NBA cette année. Ça part du front office avec Brad Stevens et tout l'entourage, jusqu'aux assistants coach, jusqu'aux préparateurs physiques. Parce qu'on souligne, malgré la blessure de Porzingis, globalement, les Boston Celtics n'ont pas eu énormément de blessures cette année. Et ça, c'est quelque chose à souligner. Ça veut dire qu'il y a eu une bonne préparation, une bonne condition physique. Et bien évidemment, en bout de chaîne, Joe Mazzulla qui a su aussi
faire les ajustements qu'il fallait et bien gérer ses rotations. Donc oui, c'est une bague de champion d'une franchise dans sa globalité. Comme tu as très bien parlé de Sam Cassell, les autres assistants coach sont énormément sollicités d'ailleurs par les équipes qui ont besoin de coach cette année et qui viennent toquer à la porte des assistants coach de Boston. Sam Cassell demande un poste depuis très longtemps. Le premier coach, premier coach associé, c'est Kenny Graves, que je ne connais pas plus que ça. Mais après, tu as effectivement, tu as Sam Cassell qui est coach assistant et qui fait en sorte, tu vois, de faire le lien entre les joueurs et le staff. Ouais, bien sûr. Et puis si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est Charlotte qui est allée piocher un assistant coach de Boston pour son head coach l'année prochaine. C'est Charles Lee qui était assistant coach à Boston cette année et voilà, en fait, ça me fait penser, tu sais, un petit peu à la dynastie des Warriors, sur les années 2010 où, au terme de cette dynastie, tout le monde allait piocher un petit peu les assistants coach, les Kenny Atkinson, les d'autres, tu vois, assistants coach et ça donne aussi un renouvellement du Bah, coaching dans cette ligue. c'est surtout à l'époque du côté des Spurs Bien où, évidemment. où le coach Bud, Monty Williams, l'ancien coach de Boston justement qui arrive à Houston, j'ai perdu son nom. Ime Udoka. Voilà, Udoka qui est passé par les Spurs, qui a été après à coacher du côté de Boston. Tu vois, c'est tout ça en fait. C'est ça. Donc ouais, bah, tout simplement, comme tu l'as très bien dit, je pense qu'il faut rendre hommage à cette équipe de Boston dans sa globalité. Ça fait un très beau champion. Écoute, on les attendra l'année prochaine, hein. Ouais. Avant de passer au MVP, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, on n'a pas parlé du MVP. Jrue Holiday, c'était pas vraiment est-ce que c'était pas lui vraiment le chaînon manquant cet été quand il a été tradé pour Damian Lillard? On savait qu'il allait pas rester à Portland. Moi, je faisais partie des joueurs qui demandaient à ce qu'il arrive dans ma franchise de cœur. Le fait qu'il arrive à Boston, est-ce que ça n'avait pas déjà plié le game dès cet été? Bah, ça a été un ajustement parfait. Tu vois, ça a été aussi une prise de risque mesurée de la part de Brad Stevens, qui a quand même envoyé Robert Williams, Malcolm Brogdon à Portland. Et du coup, il s'est défait un petit peu de son banc. Et puis, c'était une prise de risque quand tu prends Porzingis, qui est quand même injury prone, entre guillemets, de se séparer de son pivot protecteur d'arceau. Ouais. Mais oui, Jrue Holiday, c'est le facteur X. C'est la personne qui et cette addition qui te permet d'aller gagner un titre. On l'a très bien dit et tu l'as très bien dit pendant ce podcast. Concrètement, c'est cet élément-là expérimenté, défenseur, qui connaît son rôle en attaque, qui va pouvoir dire les bons mots quand il le faut, qui est ce gestionnaire aussi. Tu sens qu'il panique jamais en fait, Jrue Holiday, qu'il est toujours serein, qu'il est toujours apaisé. Et je pense que à côté de jeunes joueurs comme Brown et Tatum, qui avaient peut-être besoin aussi de ce leadership vocal et de ce côté un petit peu expérimenté qu'a leur Ford, tu vois, mais c'était peut-être pas suffisant. Ajouter à ça Jrue Holiday, bah, c'est parfait. Alors Ford, j'ai envie de dire, il avait jamais gagné la bague, tu vois. Mais quand tu arrives et que tu mets la bague en disant, les gars, moi je connais le chemin. Maintenant, ok, vous êtes bien gentils, vous marquez des paniers en saison régulière, mais vous faites bananer tous les ans en playoff. Maintenant, regardez comment on fait. Parce Ouais, que c'est moi, ça. en fait, si tu veux, sur tous les matchs, j'ai eu l'impression que dès que ça tanguait un petit peu, il prenait la balle et il disait, bon allez les gars, on se calme, c'est moi, on va jouer comme ça. Tu vois, ça fait un peu toute proportion gardée. C'est le vétéran du samedi, du dimanche matin où même en département, t'as le gars qui avait été super fort, qui a joué dans d'autres niveaux, mais parce que pour X ou Y raison, eh ben, il a toujours l'influence sur le jeu. Il va coacher sur le terrain, il va parler aux arbitres, il va imprimer le rythme et il va faire tout ce qu'il faut pour gagner. Et ça, dans toutes les équipes, tu as besoin d'un mec comme ça. Tu vois ce que je veux Ah, mais dire? non, mais tout à fait, tout à fait. En fait, la construction du backcourt, c'est-à-dire que là, on parle de Jrue, hein, mais Derrick White aussi. C'est-à-dire que c'est le combo parfait de joueurs qui ne demandent pas trop le ballon en attaque, qui font les tâches défensives les plus compliquées, globalement, sur la saison, et qui peuvent te mettre des points importants quand il le faut. Mais c'est surtout qu'il respecte la hiérarchie. C'est ça.
C'est-à-dire que aujourd'hui, on parlait de positionless. Ce qui manquait en fait, c'est que en fait, quand tu n'as pas de position et notamment pas de poste de bonheur, c'est que ça peut très vite devenir La le foire à la n'importe quoi. saucisse. Ouais. Et c'est-à-dire que malgré tout, même si tu es sans position, tu dois avoir toujours la hiérarchie de l'équipe. Et ça, la hiérarchie de l'équipe, c'est le truc le plus important. Parce que savoir quand shooter, quand tu as, le droit de shooter, quand tu peux pas shooter. euh, voilà. Parce qu'on parlait aussi du nombre de points tout à l'heure. Le nombre de points ne fait pas de toi la meilleure défense ou la pire défense. C'est le nombre de points par possession. C'est ça qu'il faut regarder. Et j'ai pas regardé le rating de Jrue Holiday, mais ça doit être assez impressionnant. Non, mais c'est clair. Et puis c'est ça, c'est des points d'impact, tu vois, là où tu as une réelle plus-value. Alors déjà défensive, mais surtout offensive par rapport à Marcus Smart. C'est que Marcus Smart, il était quand même assez connu pour être un peu un pétard ambulant en attaque. C'est-à-dire que c'est un joueur qui pouvait prendre des shoots des fois complètement hors rythme, hors tempo, et qui n'allait pas être cette sécurité. Là où Jrue, tu sens qu'il y a ce côté, comme tu le dis très bien, vétéran, expérimenté, qui sait quand il faut poser le jeu, qui a cette faculté de mettre des points importants, d'agresser la raquette. Tu vois, hier, les 2 ou 3 premiers paniers du match, c'est Jrue. Hein. C'est Oui, Jrue qui. Donc, il a su mettre la Boston sur la voie en inculquant cette dynamique et ce côté gagneur qui manquait à cet effectif-là. Et ouais, c'est un élément déterminant, Jrue. d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a été pris dans Team USA tout de suite. Ouais, c'est ça, Donc, pourtant, Dieu sait qu'il y a des joueurs à prendre avant. Enfin, sur le papier. bien sûr. Pour Parlons du conclure, MVP. ouais, il est le MVP des finales. C'est quelqu'un qui a rappelé que 5 ans avant d'être drafté, sa prof au lycée lui avait dit qu'il finirait en prison et qu'il lui a rendu hommage encore une fois. C'est Jaylen Brown. Jaylen Brown, au-delà du basketteur, c'est un homme qui est impliqué, qui dans la communauté, qui donne beaucoup pour la communauté, notamment. On sait à quel point c'est compliqué, notamment du côté de Boston, quand on est noir. Lui, il a toujours fait preuve d'abnégation par rapport à la communauté. Le fait qu'il soit MVP des finales, pour toi, ça dit quoi? Eh ben écoute, très honnêtement, je suis très heureux. Je suis très heureux pour lui parce que c'est un joueur au profil clivant. Clivant, c'est-à-dire que quand il signe son contrat Supermax l'année dernière, tout le monde s'offusque, il mérite pas ça. Alors OK, ça fait beaucoup d'argent, mais tu vois, quand 1 an plus tard, tu es champion NBA, que tu es MVP de finale de conférence, que tu es MVP des finales, alors déjà dans un premier point, baskettiquement parlant, tu fermes énormément de bouches parce qu'en fait, Ouais. c'est un joueur qui est ultra complet, qui sait quand même farci Luka Doncic défensivement en premier rideau toute la série et qui l'a très bien fait. Et de l'autre côté, tu vois, on parlait des points d'impact, et bah Jaylen Brown, il a été ce dynamiteur vraiment de Boston Ok. tout au long de la série. Et moi, bah, je te rejoins aussi sur le côté humain. En fait, c'est le MVP du peuple. Tu sais, j'aime bien cette expression qu'on a ramené un petit peu du foot depuis le Ballon d'Or de Benzema, mais c'est ça en fait. C'est Jaylen Brown, c'est le mec du peuple. C'est le mec que tu vois dans toutes les manifs, que tu as vu pendant toutes les manifs, pendant le Black Lives Matter, que tu voyais prendre parole et prendre position pour les élections, qui est influent dans la communauté basket et dans la communauté de sa ville, dans une ville profondément qui a des racines profondément racistes, comme Boston. Donc, c'est vraiment une reconnaissance pour Jaylen Brown et vraiment, je suis heureux pour lui. Il le mérite tellement. Donc écoute, c'est un titre mérité et puis à voir comment il revient l'année prochaine. Mais au moins, c'est un bel accomplissement pour lui, quoi. Ouais, il a souvent été critiqué pendant toute la saison sur le fait de pas défendre. Toi, comment tu as trouvé sa performance défensive sur cette finale? On a retrouvé le Jaylen Brown défenseur, quoi. Ah bah là, clairement, si on me dit que Jaylen Brown n'est pas un défenseur après avoir vu ces finales, c'est que alors soit on n'a pas vu les mêmes finales, soit il y a des problèmes de connaissance de basket. Comme j'ai dit, Jaylen Brown, il s'est farci Luka Doncic en premier rideau sur l'intégralité des matchs. Il l'a très bien limité, il l'a épuisé.
Et de Ouais, l'autre côté du terrain, bah, il répond parce qu'il finit à quoi? Il finit à plus de 20 points de moyenne. ouais. Donc c'est ça en fait Jalen Brown, c'est on l'attendait à ce niveau-là et il a répondu présent. Tu vois? Là où en 2021 ou en 2022, je me souviens plus, les finales contre Golden State, c'est 22. lui voilà, c'est lui le meilleur joueur de Boston sur les finales contre Golden State. Là où Tatum avait été mis dans la poche de Wiggins, bah, lui, il avait répondu présent et encore une fois, sur les finales, il répond présent, il montre que c'est un élément déterminant et que finalement le duo avec Tatum n'est pas si mal construit que ça finalement. Alors souvent, ce qui a été reproché, c'est que c'était un peu un duo contre nature, tu vois. C'est un coup à toi, un coup à moi. Euh, Là, ça a été un petit peu lui qui a pris le lead, en fait. C'est ça, il a pris le lead, il a compris que Tatum n'était pas forcément efficace et je pense aussi que Tatum l'a compris, que c'était Jalen Brown qui était beaucoup plus efficace et qui lui lâchait plus de ballons et encore une fois, c'est des jeunes joueurs. C'est des jeunes joueurs, donc il leur fallait aussi du temps de trouver des automatismes. Là, tu sens que Moi, la question du coup que je me pose, mmh, alors en étant neutre, hein, parce que c'est pas mon équipe, est-ce que c'est l'équipe de Jalen Brown plus que l'équipe de Jason Tatum? bah, en fait, je crois que c'est ça la force de Boston. C'est que c'est pas l'équipe d'un joueur. Je pense que c'est l'équipe d'un duo et même au-delà de ça, on en revient de Ouais, mais il y a qu'un ballon. C'est-à-dire que, en ouais, fait, si aujourd'hui, toi, on a, on a eu ce débat avec Chris l'an passé, et pour moi, c'était un peu une critique du système Boston, à pas vouloir choisir. Mais en fait, tu te fais sortir contre Philadelphie. Ils ont 2 shoots de la gagne, je sais plus quel match, et c'est pas Jason Tatum qui prend les shoots, c'est Marcus Smart. Et il les loupe. Je pense que c'est ce qui lui coûte sa place à Marcus Smart, hein. C'est pour ça qu'il le dégage. Mais quand t'es une superstar, tu veux prendre le dernier shoot. Et aujourd'hui, à Boston, je suis pas sûr que tu vois, ça ce soit pas source de tension pour plus tard. alors peut-être, ce sera peut-être source de tension pour plus tard, peut-être que l'un des 2 voudra briller plus que l'autre. Là où tu vois, je fais un parallèle encore une fois assez clair avec l'équipe de San Antonio des années 2000, c'est que Tim Duncan était le go-to guy, mais c'est pas Tim Duncan qui prenait tous les shoots importants à la fin. Tu avais Tipeee qui pouvait prendre ses moments, tu avais Non, non. Ginobili. Alors, Tipeee, il les a pris dans les années 2010, mais au début des années 2000, non. Non, Tu- mais avant ça, tu avais Ginobili, avant ça, tu avais Robinson, avant ça, tu avais aussi des sorties de banc qui étaient non, mais tu avais Sean Elliott, je suis voilà. d'accord, tu avais quelques joueurs, mais tu vois, regarde, contre les Lakers, où il y a le shoot de Derek Fisher, juste avant, la balle va à Tim Duncan, tu crées ton système pour ton meilleur joueur parce que tu sais qu'il va marquer. Tu vois, aujourd'hui, si tu sais que tu dois marquer un panier, allez, on va dire, euh, aujourd'hui, je ne sais pas à qui je donne la balle. Moi, je suis coach, je ne sais pas à qui je donne la balle. Mais en fait, c'est ça la complexité de Boston, c'est qu'on peut pas on peut même pas mesurer, Et je comprends tout à fait, mais on peut même pas mesurer cet argument-là, dans le sens où il y a pas une seule série où ils ont été mis en difficulté à avoir un dernier shoot de la gagne. mais je suis assez d'accord avec toi. Mais Donc c'est ça, en fait, faudra voir l'année prochaine, tu vois, s'il y a un peu plus d'opposition, mais en fait, cette année, ça a tellement été un rouleau compresseur d'effectifs dans sa globalité que là, moi, j'entends, hein, tout à fait, hein. Je pense qu'un jour, il y aura peut-être aussi une décision à prendre et peut-être que Tatum voudra un peu plus briller que Jalen Brown ou inversement, tu vois? Mais sur cette saison, c'est trop compliqué à juger. Ils ont tellement été fusionnels dans leur choix et ils ont tellement roulé sur la concurrence que c'est dur à juger. pour toi, est-ce que Jalen Brown va rester dans les MVP de finale, comment dire, de l'histoire? Est-ce qu'on va se souvenir de sa performance MVP? Alors, peut-être pas de sa performance parce qu'encore une fois, tu vois, c'est le collectif bostonien qui est plus à mettre en avant qu'un seul joueur. Mais je serais pas non plus là à dire que c'est une fraude comme le titre d'Iguodala en 2015. C'est-à-dire que c'est quand même un joueur qui a été hyper dominant dans cette finale et globalement dans ces playoffs.
Donc, c'est peut-être pas le joueur qu'on retiendra, tu vois, dans 10-15 ans. Peut-être qu'on se souviendra pas que Jaylen Brown était à plus de 20 points de moyenne et que peut-être certaines personnes diront pourquoi Tatum ne l'a pas été. Et ben, j'inviterais fortement ces gens à se remettre les playoffs et à comprendre pourquoi Jaylen Brown a été MVP des finales. Non, mais en fait, moi, c'est plutôt dans le sens où, tu sais, quand on fera des quiz dans quelques années, on se dira ah ouais, c'est vrai, c'était Jalen Brown des Celtics. Ouais, si, je pense parce que. Ou tu sais, tu dois refaire les MVP des finales. Bah, l'exemple Iguodala est vraiment bon, puisque lui, je suis pas sûr que dans 10 ans, ou même ceux qui sont mis à la NBA depuis les années 2020, citent spontanément André Iguodala. Ah non, forcément, mais c'est pour ça que Jaylen Brown a encore une énorme marge de progression. Et c'est ça qui est très fort avec ce joueur, c'est qu'il a encore une énorme marge de progression offensivement parce qu'il a une main gauche assez limitée et c'est pas le shooter encore le plus fiable possible. Et défensivement, c'est déjà un très bon joueur, mais il y a encore une marge de progression. Donc tu vois, ça m'étonnerait pas que individuellement, Jaylen Brown se mette aussi à collectionner les rôles de All-Star, Ouais. puisse aller candidater pour un titre de meilleur défenseur de l'année. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, c'est. Alors, je te dis pas qu'il le sera, mais je te dis que je serais pas choqué que dans les prochaines années, il termine top 3 ou top 5. MVP, ça me paraîtra beaucoup trop difficile, surtout quand tu as Tatum à côté de toi, qui est quand même beaucoup plus l'image. Mais je pense qu'à la fin de la carrière de Jaylen Brown, et encore une fois, il faudra voir combien de titres, tu vois, mais le fait qu'il ait été élu MVP des finales, ça peut, je pense, être un vrai tremplin pour la reconnaissance que doit avoir ce joueur, en fait. Ouais, mais pour avoir de la reconnaissance, il faut avoir une adversité qui pousse, quoi, tu vois. C'est ça. C'est pour ça Et que. notamment dans la conférence, parce que tu vois, Michael Jordan, lui, c'est parce il se trouvait des concurrents, tu vois. Même s'il dominait, surdominait, on savait qu'il allait gagner, il fallait quand même qu'il écrase une domination et des joueurs qui ont été sans titre et qui pleurent encore, tu vois. Merci Charles Barkley, bonne retraite. Par exemple, tu vois, pour citer que lui. Ouais, bien sûr, mais de toute façon, c'est un peu globalement le problème des superstars qui ont roulé sur l'Est, hein. On parle de Jordan, on parle aussi de LeBron. Il y a beaucoup de gens qui discréditent le fait que LeBron ait roulé sur la conférence Est pendant des années. Ça, malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est pas de leur fait, hein. C'est pas de leur faute, c'est le Ah, basket qui est comme ça, hein. oula, on garde le débat LeBron pour cet été, s'il te plaît. Avec plaisir. Ah oui, oui, je sens que tu es capable d'être encore plus de mauvaise foi que moi. Enfin bon. Est-ce que tu as des choses à dire sur cette série, sur ce match, tout ça? Non, bah écoute, le mot de la fin, moi, c'est un grand chapeau, un grand bravo à Boston, à contre-cœur, mais un grand bravo à Boston qui, encore une fois, a su aller au bout des choses après une saison régulière magnifique, qui concrétise ça par un titre. Bravo à tous les joueurs qu'on a cités au front office. Je pense que les supporters sont aussi assez contents parce que finalement, le dernier titre datait de 2008. Donc ça fera du bien aussi à la communauté bostonienne. Et puis, bah, rendez-vous l'année prochaine avec plus de concurrence. Ok, alors, pour conclure, je vais faire un petit mot un petit peu plus personnel. Moi, je vais remercier bah, déjà Charles de nous laisser l'antenne de TFA. Merci pour l'ensemble des équipes qui ont écrit des articles pendant toute la saison. Alors, il y en a beaucoup qui sont arrivés sur les playoffs, mais il y a également tous ceux qui ont été là depuis le début de la saison, quand on était là pour les previews. Il y a donc, on vous remercie, les gars, parce que vous avez fait un boulot de l'ombre. Nous, on est à l'antenne, mais vous, vous êtes derrière à écrire des articles toute la journée. Donc, merci. Toi aussi, tu écris des articles, Tom. Donc, merci. Merci aussi je te remercie aussi, ainsi que Chris et Elliot, je crois, pour les podcasts WNBA. On lance cette section avec grand plaisir et c'est un vrai bonheur. Et je voudrais remercier aussi Chris pour tout le travail qu'il a fait cette année. Cédric, qui était là une grosse partie de l'année, et également Axel. Ensemble, on a tenu toute l'année. Donc, merci à tous
d'avoir été là. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés pendant toute cette année avec les rendez-vous 2 fois par semaine. Merci d'avoir été présents, de nous avoir réécoutés. C'était un vrai plaisir. Merci d'être venu discuter avec nous sur le Discord. C'est un vrai bonheur, c'est un vrai moment de partage, donc c'était cool. Ce n'est pas un au revoir, c'est à très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver cet été, notamment des podcasts sur la draft, au moins un sur la draft. On va parler de la free agency, on va parler de tout ça et il y aura des épisodes spéciaux pendant tout l'été. Restez en ligne et encore une fois, merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner donc à TFA, de suivre. Il y a la saison de baseball qui est là, la saison de football américain, ça va bientôt repartir. C'est prévu pour le mois d'août. Il y aura les podcasts donc de preview. Il y a la NHL qui finit bientôt, donc suivez également la NHL. Et enfin, restez en ligne pour la WNBA et pour les podcasts qui vont arriver cet été. Merci à tous de nous avoir suivis. Je dirais, et ça me le coûte. Bravo Boston. Et on vous dit tous à très vite. Allez, ciao. Ciao.